Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un cas qui a été traité par Patricia Daré, l'une des médiums les plus connues de France. Dans ce cas, nous plongerons dans le Poitou, où se trouve le château de Chittré, un lieu très ancien, mais surtout hanté par un homme trahi par l'un des siens. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais devoir éclaircir les choses sur Patricia Daré, afin que ceux qui ne la connaissent pas encore en sachent plus et se fassent un avis plus aiguisé sur cette histoire et sur le cas de cette médium. Patricia est une journaliste animatrice radio à France Bleu Berry qui en 1995 a subitement développé un don de médiumnité peu après son premier enfant. Je ne m'étendrai pas plus sur la façon dont cela s'est passé et comment elle y a réagi, tout simplement car c'est très intéressant et j'en ferai une petite vidéo spécialement dédiée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne demande pas d'argent. Elle aide les gens avec son don quand elle a le temps, en dehors de son travail à la radio. Maintenant, commençons l'histoire. Tout commence lors d'une de ses séances de dédicace pour son dernier livre de l'époque. Voilà qu'un couple, Bérangère et Rémi, s'avance vers elle et lui explique, sans trop entrer dans les détails, qu'ils sont gardiens d'un ancien château et que celui-ci leur rend la vie difficile à cause d'événements étranges. Patricia, qui sentait que l'affaire était réellement troublante, leur promit de venir les voir dès qu'elle le pourrait. Mais plongée dans toutes les activités qu'elle a déjà, elle oublia de le faire. Ces derniers tentèrent bien de renvoyer des messages, mais ils finirent eux aussi aux oubliettes. Il faut bien comprendre qu'avec tous les messages et les demandes d'aide que reçoit Patricia, les leurs se sont facilement noyés au milieu des autres. C'est donc un matin que cette histoire se rappela au bon souvenir de Patricia. Alors qu'elle souhaitait passer une matinée tranquillement chez elle à regarder des films, son téléphone sonna. Un SMS venait d'arriver de Bérangère. Ce château vous veut, ce château vous appelle, venez. Patricia répond et demande ce qu'il se passe. Pourquoi ce SMS? Et à la grande surprise de la femme qui lui répond, ce n'est pas elle qui a envoyé le message. Elle se dit à la fois terrifiée et en même temps pas très surprise, car pour elle, ce château était un enfer. Ce n'est pas la première fois non plus pour Patricia qu'elle voit un objet électronique être utilisé par une entité. Et ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler les PVE ou bien le fonctionnement des appareils tels que l'Ovilus ou le PX, qui sont notamment visibles dans les émissions Ghost Adventure, qui pourraient permettre aux potentielles entités de faire des mots, voire des petites phrases. Patricia a d'ailleurs elle-même l'intime conviction que ce n'est pas Bérangère qui lui a envoyé ce message. Alors pourquoi? Car Patricia est habituée à cette sensation. Elle connaît cette sensation, elle a comme une certitude, un sentiment d'urgence qui l'envahit et qui s'impose à elle. Elle est d'ailleurs persuadée qu'elle doit y aller tout de suite et qu'elle ne pourra plus rien faire de sa journée si elle tente de faire abstraction de ce qui vient de se passer. C'est donc pour ça qu'elle se met en route pour le château. Après 1h30 de route, les voilà devant ce très grand et majestueux château, construit il y a près de 1000 ans. En arrivant chez les gardiens qui habitaient une maison à 50 mètres de là, ils l'attendent déjà devant la porte. Elle les sent comme anxieux, et lui plutôt gêné par le motif de sa venue. Patricia ressent aussi tout de suite comme s'ils étaient enfermés, piégés par le château, piégés par ce lieu qui les retient. Puis, ils se mirent rapidement en marche pour visiter le château afin de montrer à Patricia ce qu'il se passe dans ce lieu. Sur le chemin, Bérangère explique que chaque matin, alors qu'elle doit se rendre au château pour ouvrir les volets, elle entend des ricanements, des pas dans les escaliers ou des gens qui courent dans les couloirs, et qu'elle en sort toujours très rapidement. Rémi explique aussi entendre des cris d'hommes et des pleurs d'enfants venir du château alors qu'il s'occupe du parc. Ils auraient aimé en parler, mais personne ne les croit, et ils ne risqueraient certainement pas de perdre leur place en parlant au propriétaire. Ce n'est pas fini, les phénomènes les suivent aussi dans leur maison. Parfois, quand Rémi rentre dans la maison, il entend sa femme lui demander si c'est bien lui qui rentre, alors que celle-ci n'est pas là. Et le contraire, lorsqu'elle est seule, elle entend un homme l'appeler. Tout cela avait même sérieusement mis leur couple en péril. Ils ont bien tenté 2 médiums, mais rien n'a changé. Et cela
demander toujours plus d'argent. Arrivée dans le hall du château, Patricia sent tout de suite une atmosphère lourde, même si elle n'aime pas ce mot qui fait un petit peu médium charlatan. Mais ce hall semble bien chargé d'énergie psychique, non pas d'une, mais d'un groupe de personnes. Ce château est de toute façon lugubre. Le mobilier comme les éclairages sont dignes d'un film d'horreur. Alors que Patricia se concentre, un cri se fait entendre à l'étage du dessus, et elle n'est pas la seule à l'entendre. Tous les trois l'entendent, ce qui est plus rare. Je vous l'avais bien dit, se met à chuchoter Bérengère comme si l'entité présente pouvait être surprise. Il monte alors les escaliers, alors que Patricia ressent de nombreuses choses. Les différents fantômes ne seraient pas de la même époque, et surtout ils seraient 17. Tous prisonniers de l'un d'entre eux, un soldat trahi et rongé par la colère. Rien d'étonnant, au vu de l'âge du château, qui a servi de garnison, notamment pendant la guerre de 100 ans. Patricia, qui avance tout doucement au radar dans le château, s'arrête devant l'une des nombreuses portes. Ils entrent alors dans ce qui est l'ancienne chambre d'un homme du 19e siècle réputé méchant et dur. Rémi est d'ailleurs persuadé depuis longtemps que c'est cet homme le problème, mais Patricia lui répond que non. Ce n'est pas parce que l'on est méchant ou gentil que l'on va en enfer ou au paradis, que l'on part ou que l'on reste. Mais cet homme est aussi l'une des victimes prisonnières de ce fameux soldat en colère. Après être sorti de cette chambre, de nouveaux cris proviennent du 3e étage. Il se dirige donc vers l'emplacement d'où proviennent ces fameux cris, en suivant Patricia qui est guidée par son don. Les voilà devant une porte verrouillée. Le propriétaire aurait fermé après avoir vu quelque chose de bizarre. Les gardiens ouvrent et ils entrent. Des chuchotements se font alors entendre par derrière la porte de la salle de bain. Tous l'entendent. Patricia ouvre la porte et une scène s'impose à elle. Telle une carte postale animée, elle voit la pièce qui n'est plus une salle de bain, mais une geôle sale et lugubre, avec à l'intérieur des enfants blêmes de 2 à 10 ans, qui se trouvent là et jouent par terre, pour certains, dont une petite fille qui s'amuse à coiffer un petit garçon. Elle est surprise du fait qu'ils semblent se voir, alors qu'ils sont de périodes différentes. Tous ces enfants seraient donc ici depuis toutes ces années et seraient prisonniers. Mais de qui? Pourquoi? C'est bouleversé et en pleurs que Patricia referme la porte. Elle ne savait pas qu'un esprit pouvait retenir ainsi d'autres en otage de la sorte. Il fallait désormais comprendre et dénouer cette histoire pour les libérer. Et la journée n'est pas terminée, car voilà qu'une porte claque au 2e étage, puis des bruits de raclement lui viennent jusqu'aux oreilles. Alors, ils les suivent jusqu'à arriver à une autre chambre. À l'intérieur, l'atmosphère est encore plus pesante et des bruits se font entendre depuis cette salle de bain là aussi. Et oui, encore une salle d'eau. Alors, elle tourne la poignée et des hurlements emplissent sa tête et la colère l'envahit. Elle ouvre la porte complètement et un homme moyenâgeux se forme devant elle. Visage balafré, cotte de maille déchirée, l'homme lui hurle dessus. À genoux! À genoux, comment oses-tu? Patricia tombe alors à genoux et s'empresse de fermer la porte pour faire cesser tous ces cris dans sa tête, qui lui deviennent insupportables. Il retourne alors à la maison des gardiens pour se reposer un peu et essayer de trouver une piste. Rémi sort alors une documentation historique du château et il cherche des informations à l'intérieur. Le nom de Bertrand du Guesclin ressort. Mais non, pour Patricia, ce n'est pas lui. Elle passe en revue chaque nom jusqu'à ce que celui de Jean de Kerlouette ressort. Elle sent que c'est lui. Il aurait reçu ce château en cadeau pour bravoure de la part de Du Guesclin avant de mourir lors de la bataille de Niort en 1370 face aux Anglais. Suite à sa mort, Du Guesclin reprit donc possession du château. Les informations se faisaient de plus en plus précises, mais les voilà au bout des pistes disponibles sur place. Et la nuit se faisant, Patricia repartit chez elle. Elle savait très bien qu'elle ne laisserait pas cette affaire-là en passant le portail. Non. Chez elle, une fois connectée à un sujet, elle le reste. Elle sait donc qu'elle pourra faire évoluer l'affaire tout en reprenant sa vie habituelle. C'est ainsi qu'au fur et à mesure des heures, les choses avancent pour elle. Elle a même la confirmation lorsque Bérengère lui envoie un SMS qui lui dit que par là-bas, au château, ça bouge. Le lendemain,
Patricia entendit la voix de Jean de Kerlouette, qui lui dit qu'il n'était pas un vilain, qu'il venait de Bretagne et avait appris à combattre avec courage. Ainsi que le mot dupe. Elle comprit donc qu'il avait été dupé. Le troisième jour, Patricia sent que les choses sont plus légères. Elle comprend alors que les enfants ont été libérés. Et les choses continuent de progresser. Les nuits suivantes, elle voit des images de bataille, de remparts, de soldats anglais drapés de la croix de Saint-Georges, des cris et des coups, des visages, puis au fil du temps, celui de Duguesclin apparaît. De même, Bérengère lui explique que les choses s'apaisent là-bas en même temps. Mais le nœud de la colère de Kerlouette n'est tout de même pas encore dénoué. L'origine n'est pas connue. Patricia a alors l'idée de demander à Bérengère d'imprimer des croix de Saint-Georges et de les poser sur des sièges dans la pièce où se trouvait le fantôme, dans l'espoir d'y voir une réaction. Mais cela ne donne rien. Tout reste calme au château, comme dans la maison des gardiens. Mais notre médium sait que cette histoire n'est toujours pas finie. La nuit suivante, des images de bataille reviennent à Patricia. Et dans toute cette violence, le visage de l'homme, ou plutôt du fantôme vu au château, Jean de Kerlouette. Ils se battent comme des diables. Tous portent cette croix rouge sur fond blanc. Pourtant, une ligne est française, et en face, l'autre est bel et bien anglaise. Les Français, manquant de budget pour lever davantage d'hommes, avaient rusé en arborant les couleurs de l'ennemi anglais. Dans cette bataille, Patricia surprend la scène de la mort de Jean, et elle y voit l'un de ses hommes qui lui assène un coup d'épée mortel. Alors nous y voilà, le pourquoi. Pourquoi Jean de Kerlouette est encore ici à crier sa colère depuis près de 650 ans? 15 jours après cette première visite, Patricia retourne au château. L'ambiance y est bien plus sereine, bien plus calme, même s'il reste encore des entités gardées en otage. Accompagnée par les gardiens, elle retourne dans la chambre de Jean, et ils l'attendent. Il lui apparaît assez rapidement, et elle lui dit alors qu'il peut être en paix. Mais lui demande aussi s'il garde encore ses otages, ce à quoi il répond oui, 4. Patricia lui annonce qu'il doit prendre conscience que la guerre est finie et qu'il doit libérer ses otages. Il accepte. Il lui dit qu'il avait été trompé par l'un de ses hommes, ce qu'elle savait déjà grâce à son nom. Mais il lui répondit simplement qu'il devait partir. Patricia sentait que les choses commençaient encore à changer un petit peu plus. Pour lui, son décor changeait, sa haine changeait. Et elle lui dit qu'il trouverait ses réponses de l'autre côté. Il n'était toujours pas d'accord pourtant. Il les s'estimait chez lui, dans son château. Ce à quoi Patricia lui répondit et lui expliqua qu'il ne s'agissait que de Pierre et que sa prochaine demeure serait infiniment plus grande, plus belle que celle-ci. Avait-il besoin de quelque chose de plus? Jean demanda des prières, car on ne part pas au combat sans prier, on ne meurt pas sans prière. Ils se mirent alors à prier pour lui, et c'est ainsi que Jean de Kerlouette se dissipa de la vision de Patricia. Le château est désormais calme et paisible. Bérengère prie encore parfois pour le salut de Jean, lié à cette entité d'un autre temps, qui a partagé tant de temps son quotidien, qui lui faisait parfois peur, mais qui était toujours là. Il est parfois difficile de perdre le contact avec une présence qui était quotidienne, aussi étrange soit-elle. Dans tous les cas, Bérengère est persuadée que Jean est là, quelque part, à veiller sur eux et à les protéger. Je vais finir par une phrase de Patricia qui parle de la sincérité de toutes ces histoires, de s'il faut y croire ou non. J'ai essayé un temps de convaincre les sceptiques, avant d'y renoncer. Il est impossible de prouver quoi que ce soit dans ce domaine, à ceux qui refusent de concevoir l'inexplicable, sauf quand ils se trouvent eux-mêmes confrontés à la réalité de phénomènes. J'aime beaucoup ce genre de récit qui finit bien, même si ici les enfants et autres otages ont souffert pendant un espace-temps relatif, mais aussi relativement long. Vous pouvez retrouver la même histoire, un peu plus brève, sur YouTube en cherchant Ondelat raconte, Patricia Darry libère les fantômes. C'est la deuxième histoire, et surtout, elle est venue pour répondre à ces questions, et ça, c'est super. J'espère que vous aussi vous aurez aimé cette histoire, et je vous dis à bientôt. Ciao!